J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous. Le 12 novembre, l'Algérie a fait ce que certains appellent un geste de grandeur et l'a relâché Boualem Sansal, cet écrivain à la double casquette franco-algérienne. Pourquoi ? Eh bien, disons que Berlin a soufflé fort dans les oreilles d'Alger et même le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est déplacé diplomatiquement parlant. Un vrai ballet diplomatique chorégraphié en coulisses. Ce même jour, le pouvoir algérien a sorti sa plus belle plume humanitaire, grâce présidentielle accordée à un homme âgé affaibli, certes, mais devenu célèbre planétairement non pas pour ses livres uniquement, mais pour sa captivité. Oui, l'incarcération politique, ça propulse parfois une carrière littéraire au firmament de la notoriété mondiale. Avant cela, il avait son public, surtout en France, mais après sa détention arbitraire, il est entré dans le cercle restreint des écrivains martyrisés, donc universellement applaudis. Abdelmajid, ce 12 novembre, a donc opté pour la carte de la clémence. Élégance morale, sans doute calcul diplomatique, certainement. Car non, le président algérien n'a pas dit tout haut que Boualem avait été un pion, un moyen de pression, une pièce de monnaie dans un troc avec une puissance étrangère. Mais entre les lignes, c'était presque gravé. En somme, ce jour-là, le régime algérien, aussi appelé régime TB, a fait preuve d'un humanisme très sélectif, celui qu'on offre qu'aux écrivains qui disposent d'un passeport européen ou du moins d'un intérêt géopolitique. Le 11 novembre, soit la veille du fameux acte de grandeur humanitaire du régime, un autre destin s'est joué bien loin des projecteurs internationaux. Un homme 31 ans sans double nationalité, sans carte de séjour étrangère, sans passeport doré, frappé d'un aigle ou d'une Marianne, juste un Algérien pur et dur, Mohamed Tadjadit. Un nom que seuls les murs de son pays connaissent, car le monde lui l'ignore. Ce jour-là, pendant que certains célébraient des envolées diplomatiques à coups de sourires et de tapis rouges, Mohamed lui écopait de 5 années supplémentaires de prison. Motif, soutien supposé à des groupes terroristes, diffusion d'idées extrémistes, en vers. Car oui, son arme, c'est la poésie. Des textes dans lesquels il dénonce le système égratigne, les généraux interrogent le pouvoir. Et ça, en Algérie, ça peut valoir cher. Très cher. Le Irak l'a révélé, la rue l'a sacré poète du peuple. Mais l'institution, elle a vu en lui une menace, un gêneur. Il n'a pas d'alliés internationaux, pas d'ambassade à ses trousses, pas de passeport pour marchander sa liberté. Et pour couronner le tout, il aurait, dit-on, échangé quelques mots avec des figures de mouvements interdits, comme Rachad ou le MAC, ce qui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, suffit à vous coller l'étiquette terroriste. En somme, son crime, c'est d'avoir parlé, écrit, pensé et surtout d'être algérien. Rien d'autre. À 31 ans à peine, on l'envoie croupir encore 5 années de plus derrière les barreaux. Son crime, écrire des poèmes. Pas des appels au meurtre, non juste des vers qui rêvent tout à haut d'une Algérie qui respire la liberté. Il parle de Irak. Il ose prononcer les mots droits civiques, libertés individuelles, changement démocratique. Il imagine un pays où le pouvoir ne se transmet pas comme un héritage figé, où les citoyens peuvent espérer mieux. Et rien que pour ça, le couperet tombe. Ce qu'on lui reproche au fond, c'est d'avoir eu l'audace de rêver à voix haute d'une Algérie autre que celle qu'on nous sert, cette version nouvelle, mais toujours verrouillée, toujours oppressive, toujours sourde aux cris du peuple. Une Algérie qui étouffe ceux qui espèrent et qui enferme ceux qui écrivent. Hier, en parcourant un témoignage, quelque chose m'a frappé en plein cœur. J'ai lu les mots d'une femme, une avocate, et pas n'importe laquelle, maître Feta Sadat ou Fadat, si je me permets une petite hésitation sur l'orthographe, 1000 excuses si je me trompe. Une figure rare, lumineuse, qui n'a jamais déserté le champ de bataille judiciaire. L'une des dernières à encore tenir la ligne de front. On parle souvent des avocats du Irak, de cette génération d'hommes et de femmes en toge noire qui, dès 2019, se sont levés avec une dignité incroyable. Quand l'Algérie tremblait, eux, ils se dressaient. Entre 2019 et 2021, leur combat s'est inscrit à l'encre indélébile dans les pages de notre histoire. Ils ont défendu l'honneur, la justice, les voix étouffées de la Kabylie au Sahara, du littoral jusqu'aux confins du Sud. Beaucoup ont tout laissé derrière eux, cabinets fermés, famine mise entre parenthèses, revenus sacrifiés.
Ils se sont levés pour défendre des hommes et des femmes arrêtés pour avoir rêvé tout haut. Gratuitement, bravement. Certains, on ne le dit pas assez, ont même fini derrière les barreaux à leur tour. Persécutés, menacés. Mais Maître Feta fait partie de ce noyau dur de ces quelques irréductibles qui tiennent encore debout droit constant dans leur engagement sans jamais fléchir. Et il faut le dire, le redire, le marteler des comme elle, il n'y en a plus beaucoup. Et ça mérite d'être applaudi. Ça mérite d'être reconnu. Ça mérite franchement qu'on s'en souvienne. Hier, elle a pris la parole. Un témoignage simple, mais chargé d'une intensité qui m'a retourné. Ce qu'elle a raconté, qu'elle venait de rendre visite à Mohamed Tajadit, oui, celui qu'on appelle le poète du Irak, alors qu'il en était à son 5e jour de grève de la faim. 5 jours sans manger, 5 jours à user son corps pour que le monde tende l'oreille. Et pourtant, malgré l'épuisement, il avait dans les yeux une lueur de joie, car il venait tout juste de recevoir une reconnaissance mondiale, le prix international pour la liberté d'expression, dans la catégorie artistique édition 2025, décerné par une organisation de poids Index on Censorship. Cette ONG britannique bien connue dans le monde anglo-saxon et au-delà n'est pas née d'hier. Fondée en Grande-Bretagne, elle a longtemps été le porte-voix des voix muselées, notamment celles qui, à l'époque de la guerre froide, osaient défier les régimes autoritaires du bloc soviétique. Écrivains, artistes dissidents, elle les a soutenus, mis en lumière, célébrés pour leur courage. Et aujourd'hui, ce prix, c'est à Tajadit qu'il revient. À ce jeune homme enfermé, affaibli, mais toujours debout dans sa tête, à ce poète qui dérange. Et voilà. Tajadit, ce poète qu'on tente de faire taire derrière des barreaux, a décroché un prix prestigieux. Un trophée mondial pour la liberté d'expression, remis par l'organisation britannique Index on Censorship. Une récompense qui, l'espace d'un instant, a réussi à percer le mur de sa cellule, à raviver une étincelle dans son regard malgré l'enfermement et le silence forcé. Mais la réalité du corps, elle n'oublie pas. Tajadit ne mange plus depuis plusieurs jours. Il en est déjà à sa 6e grève de la faim depuis 2019. Et cette fois encore, son corps lui fait payer le prix fort, les reins sont douloureux, fatigués, abîmés par l'accumulation des jeûnes de protestation. 4 années de détention, 13 affaires judiciaires lancées contre lui. 31 ans à peine et déjà un palmarès judiciaire que même un criminel endurci n'oserait envier. Aujourd'hui, son état physique inquiète sérieusement. Ses forces déclinent. Et pendant que l'extérieur lui offre une médaille pour son courage, l'intérieur, ses organes, son souffle lui s'effondre petit à petit. Le 11 novembre 2025, oui, la veille exacte du grand numéro diplomatique orchestré pour la libération de Boualem Sansal, un autre verdict tombait, silencieux, froid. Le tribunal criminel de Dar el-Beïda infligeait à Mohamed Tajadit 5 années de prison supplémentaires. Ironie cruelle, 1 an plus tôt, en novembre 2024, il avait été libéré, 1 an de sursis pour mieux replonger. Alors comme à chaque fois qu'on l'enferme dans l'injustice, il choisit l'arme la plus violente et la plus silencieuse, à la fois la grève de la faim, pour la 6e fois. Et avec cette radicalité folle, ce courage brut, risquer sa vie, simplement pour être entendu, pour qu'un mot, un regard, une main se tendent enfin. Depuis sa cellule, son corps faiblit, mais sa voix résonne encore. Une voix tissée de conviction. Il parle pour tous les bâillonnés, pour tous ceux que l'on jette dans l'ombre, parce qu'ils ont osé rêver plus grand que leur chaîne. Tajadit, c'est l'écho vivant de toutes les soifs de justice, de liberté, d'égalité que ce pays a tenté d'étouffer. Et dans cette nuit, des figures comme Maître Fadet sont des étoiles. Oui, il en reste. Des avocats et avocates qui entrent dans les prisons, qui tendent l'oreille, qui rapportent les cris étouffés, qui tiennent la mémoire vivante des luttes des injustices. Ces femmes et ces hommes qui refusent de baisser les bras, qui alimentent la flamme de la vérité du Hachaka et de cette démocratie que nous poursuivons comme une promesse jamais tenue. Peut-être est-ce le fruit de nos blessures depuis 2019. Peut-être est-ce la magie ou le drame des réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, aujourd'hui on sait. On sait que la démocratie ne tombe pas du ciel, que l'état de droit n'est pas un slogan creux et que les libertés collectives ou individuelles ne tiennent qu'à un fil. Un fil qu'on nous arrache si on ne le défend pas.
Le témoignage sur Tajadit m'a secoué, vraiment, parce qu'il met en lumière une injustice crue, brutale. Personne ne se lève pour lui. Oui, quelques avocats courageux, oui, quelques ONG à la conscience encore vive. Oui, la presse étrangère a publié 2 ou 3 articles, relayé l'info. Mais soyons honnêtes, où est la mobilisation? Où sont les cris, les banderoles, les tribunes dans les journaux? Tajadit, lui, n'a jamais eu droit au même traitement que Boualem Sansal. Pas de diplomatie, pas d'avion, affrété, pas de poèmes lus au Parlement. 2 cas, 2 silences, 2 poids, 2 douleurs, 6 grèves de la faim, 13 procédures judiciaires, et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle sanction, 5 ans supplémentaires. Depuis 2019, Tajadit a déjà passé 4 années derrière les barreaux, 4 années arrachées à sa jeunesse. Alors que nous dit vraiment son histoire, quelle vérité brutale se cache dans son parcours? Eh bien, il faut l'assumer même si ça fait mal le sort de Mohamed. Tajadit révèle que pour le régime, la vie d'un Algérien simplement algérien ne pèse pas lourd. Quand on n'a qu'un seul passeport, celui de son pays, on devient invisible, remplaçable, négligeable. C'est dur, mais c'est ainsi. Imaginez un instant si Tajadit avait aussi été français ou franco-algérien, ou même détenteur d'un passeport allemand-canadien. Le traitement aurait été tout autre. On aurait assisté à une pression diplomatique, à des déclarations officielles, peut-être même à une campagne internationale. Le dossier aurait pris une dimension totalement différente, c'est évident. Et ce n'est pas une critique envers ceux qui se sont mobilisés pour Boualem Sansal. Au contraire, tout ce qui a été fait pour lui relevait de la dignité de l'éthique et d'une véritable défense des droits humains. Mais le contraste avec le cas Tajadit lui reste saisissant, énorme et révélateur. Mohamed Tajadit, lui, n'entre dans aucune de ces catégories qu'on appelle otages d'État. Non pas parce que son cas serait différent moralement, mais simplement parce qu'il est algérien, seulement algérien, et que dans la logique du régime, cela ne lui confère aucune valeur diplomatique. On ne le traite pas comme un levier, donc on ne le considère pas comme un enjeu. C'est aussi brutal que ça. Boualem Sansal, en revanche, possédait ce petit quelque chose, cette nationalité supplémentaire qui transforme un prisonnier en monnaie d'échange. Avec un demi-pied en France, il devenait soudain utile parfait pour faire pression sur Paris, pour négocier avec Berlin, pour provoquer des remous à Bruxelles. Et effectivement, la machine s'est emballée, députés européens, figures politiques françaises, de Retailleau à Zemmour en passant par Marine Le Pen, médias proches du groupe Bolloré éditorialiste, de valeurs actuelles intellectuelles influents. Tout un écosystème s'est mis en branle. Des réseaux internationaux variés de la droite française au cercle pro-israélien ont défendu Sansal avec vigueur. Il faut le reconnaître, ses positions parfois favorables à Israël ont séduit certains courants. On peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, mais ce sont ses convictions et elles méritent d'être respectées. Toujours est-il que grâce à cette configuration politique et idéologique, Boualem Sansal est devenu une cause mondiale, pendant que Tajadit lui restait seul, invisible, sans valeur stratégique. Pour Mohamed Tajadit, l'histoire est tout autre. Lorsqu'on ne possède que la nationalité algérienne, qu'un seul passeport, qu'une seule identité, on découvre très vite que l'on ne pèse pas grand-chose. C'est le même sort pour Abdelwahab Fersaoui et pour bien d'autres prisonniers politiques dont les noms sont souvent réduits au silence. Je ne peux même pas les citer tous de peur d'en oublier certains injustement. Leur situation fait parfois l'objet d'un article perdu dans un média étranger, ici ou là, mais jamais rien de comparable à une mobilisation massive, pas de marche à Paris, pas de manifestation à Berlin, pas de cris à Genève. Leur cause circule, oui, mais elle flotte comme une brume légère, jamais assez dense pour alerter le monde. L'ONU en a parlé dans une résolution, le Parlement européen aussi. Mais soyons honnêtes, ce sont des gestes symboliques presque anecdotiques à 1000 lieues de ce qui a été déployé pour Boualem Sansal. Pourquoi ce contraste? Parce que la nationalité aujourd'hui est devenue un marqueur social, un poids, une étiquette qui ouvre des portes ou qui les ferme. Et la nationalité algérienne, il faut le dire, sans détour, est devenue un handicap, un fardeau lourd à porter. Elle est devenue synonyme d'invisibilité, de petitesse, d'inutilité politique. Synonyme de citoyenneté au rabais. Oui, il faut le dire, être algérien uniquement,
Algérien, c'est être relégué à la marge du monde. Aujourd'hui, face au rouleau compresseur du régime algérien, un simple citoyen n'a aucune chance à moins de posséder un joker, un second passeport ou l'appui d'une puissance étrangère. C'est la triste réalité. Sans drapeau étranger derrière soi, sans ambassade pour protester, sans ONG occidentale pour alerter, on croupit en cellule jusqu'à ce que le pouvoir décide un beau matin qu'il est temps de vous lâcher. Mohamed Tajadit. Il sortira quand le régime Tebboune aura fini de l'utiliser. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Il pourrait même hériter de nouvelles accusations juste pour prolonger la partie. Parce que pour eux, ce jeune homme ne représente aucune menace sérieuse. Il est malléable, effaçable, jetable. Et c'est là que tout prend sens. La trajectoire de Boualem Sansal et celle de Tajadit, ces deux chemins que tout oppose, nous forcent à ouvrir les yeux. L'un a conquis les cercles diplomatiques, l'autre s'est perdu dans les couloirs de la détention. Deux Algériens, deux histoires, deux poids. Bien sûr, Boualem Sansal est une plume respectée, lauréat de prix prestigieux lus et reconnu à l'étranger. Mais derrière l'auteur célébré se cache un homme né en Algérie. Et cela, quoi qu'on dise, a conditionné le sort qu'on lui a réservé, jusqu'à ce qu'une seconde nationalité vienne tout changer. Le jour de sa libération, Boualem Sansal n'a pas quitté l'Algérie comme un simple citoyen relâché, non. Il a embarqué à bord d'un avion militaire allemand, direction un hôpital de prestige réservé aux élites en plein cœur du système de santé militaire d'Outre-Rhin, et une fois en France, traitement royal. Accueil digne d'un diplomate, statut de citoyen d'exception. Pourtant, d'autres franco-algériens, eux aussi emprisonnés en Algérie, n'ont jamais eu droit à tant de considération. Pourquoi cette mobilisation hors norme ? Parce qu'au-delà de sa plume et de sa renommée littéraire, il avait la bonne carte en main, la nationalité française. Et cette double appartenance a changé tout le jeu. Soyons clairs, même avec sa notoriété, s'il n'avait été qu'algérien, ni la France ni l'Allemagne n'auraient déclenché une telle offensive diplomatique. Pas de jet militaire, pas d'hospitalisation VIP, pas de communiqué présidentiel. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est une règle implicite mais implacable. Quand on n'est que citoyen algérien, le pouvoir algérien fait de vous ce qu'il veut, sans rendre de compte à personne. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs binationaux ont été arrêtés en Algérie puis relâchés sans trop de vagues, parfois même dans des délais étonnamment courts. Je pourrais vous en citer une bonne poignée, mais prenons juste un exemple. En 2021, un Algéro-Canadien a été incarcéré. Très vite, hop, libéré sans vacarme, sans bras de fer, sans campagne acharnée. Prenez aussi le chercheur Raoura, lui aussi avec la double nationalité algéro-canadienne. Même schéma arrestation puis libération. Sans acharnement judiciaire, sans avalanche de chefs d'accusation, comme ce qu'on inflige à Mohamed Tajadit. Là, c'est une toute autre dimension. J'aurais pu lister bien d'autres profils, mais on y reviendra. On en fera même une émission entière dédiée à ces cas parallèles. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le contraste frappant entre deux destins, deux hommes, deux Algériens, et en l'espace de 24 heures, deux décisions radicalement opposées. Tajadit, 5 ans de plus, toujours en détention, toujours dans l'ombre. Boualem Sansal libéré, avion militaire affrété, accueil chaleureux, visa rapide, accompagné par sa femme, direction l'Europe. À l'arrivée, les salons dorés des ambassades, les poignées de main diplomatiques et la reconnaissance d'un État étranger. Et pendant ce temps, l'autre reste enfermé, oublié, effacé. C'est un paradoxe aussi flagrant qu'inconfortable. Et nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans une prochaine émission. Mais il faut déjà poser une vérité sur la table parmi les militants condamnés, qu'ils soient issus du CHAC ou d'autres mouvements, ceux qui détiennent une double nationalité s'en sortent souvent avec beaucoup moins de blessures. Moins de harcèlement judiciaire, moins de peines absurdes, moins d'acharnement. Et ce n'est pas un hasard. Car lorsqu'on est binational, qu'on soit algéro-français, algéro-canadien, algéro-belge ou même algéro-suisse, on a derrière soi un État puissant qui peut hausser le ton, faire pression, menacer de sanctions. Et là, soudain, le régime algérien devient attentif. En réalité, c'est un secret de polichinelle, peu importe l'époque, où le président en poste de Ben Bella à Bouteflika, en passant par les nouveaux visages du pouvoir, le réflexe est toujours le même, ils cèdent à la pression internationale.
Pire, ils en font presque un levier de stratégie, car au fond, les interventions étrangères ne les dérangent pas, au contraire. Elles offrent une opportunité, celle de négocier, de gagner du temps ou de monnayer des faveurs diplomatiques. Dans ce jeu trouble, l'indignation internationale devient une carte à jouer et les droits humains un outil de marchandage. On ne va pas tourner autour du pot, le régime algérien pratique une forme moderne de diplomatie par la prise d'otages. Oui, appelons un chat un chat. Sous Tebboune, ce scénario s'est déjà produit avec le Canada, avec plusieurs Algéro-Canadiens. On y reviendra en détail plus tard. Il s'est aussi joué avec la France et l'Allemagne dans l'affaire Boualem-Sansal. Et ce n'est pas fini. Chaque fois qu'un binational est arrêté, le même rituel se répète. Le pouvoir attend le coup de fil d'une ambassade d'un ministère étranger. Et là, le marchandage commence. Très bien, on peut envisager une libération, peut-être alléger la peine ou améliorer les conditions de détention. Mais en échange, vous nous donnez quoi, car le régime algérien ne libère jamais gratuitement. Il veut une monnaie d'échange toujours. Mais quand il s'agit de Mohamed Tajadit, le calcul est vite fait, il ne rapporte rien. Il ne vaut rien aux yeux du pouvoir. Il n'est soutenu par aucun État. Il ne dispose pas de double nationalité. Il est purement algérien, donc sans intérêt stratégique. Et c'est là qu'apparaît la vérité la plus brutale pour ce régime. Un Algérien 100% local est une variable négligeable. Ils peuvent l'écraser, l'effacer, l'enfermer à vie sans que personne ne s'en mêle. Pourquoi se gêner, puisqu'aucun drapeau étranger ne viendra s'agiter pour le sauver? Et la France dans tout ça? Bien sûr, il y a quelques ONG, quelques rédactions étrangères qui daignent publier une chronique, lancer une alerte, rédiger un article, mais l'écho reste discret. Rien de comparable à la mobilisation vue autour de Boualem Sansal ou à l'agitation diplomatique déclenchée par le Canada pour des cas comme celui de Raoura. Oui, il y a eu des démarches, parfois même des actions concrètes, mais en silence, en coulisses. L'ambassade du Canada à Alger, par exemple, s'est bien activée discrètement, mais efficacement. L'ambassade de France, elle a réagi dans certains cas, mais sans tambour ni trompette. Aucune pression publique, aucun tollé médiatique. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal lui avait des amitiés puissantes en haut lieu. Des connexions dans la classe politique française, et dans ce monde, ces liens comptent. Ces réseaux, eux, peuvent faire du bruit, mais nous, ceux qui n'ont que leur carte d'identité algérienne, aucun pays ne se battra pour nous. Aucun. Parce que notre nationalité seule ne pèse rien sur l'échiquier international. Et voilà la véritable tragédie, être algérien aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose, non pas à cause des autres nations, mais parce que nos propres dirigeants ont vidé cette nationalité de sa valeur. Ils l'ont réduite à un statut symbolique presque honteux, comme si porter uniquement le passeport vert, c'était porter un fardeau, une étiquette d'infériorité, une appartenance de seconde zone. Tant que l'État algérien lui-même continuera à traiter ses citoyens comme des sujets de peu d'importance, le monde ne nous prendra jamais au sérieux. Notre nationalité n'aura de valeur que lorsque nos propres institutions décideront enfin de la respecter, quand elles verront dans chaque citoyen un être humain, digne, libre, porteur de droits fondamentaux. Mais pour l'instant, l'humanisme du régime Tebboune reste un luxe réservé, un privilège réservé à ceux qui possèdent un autre passeport, à ceux qui peuvent faire trembler une ambassade. Pour les autres, ceux qui n'ont que leur algérianité pour bagage, il ne reste que le silence et l'abandon.